Les adeptes de numérologie vous diront que c'était prévu. 1977. Le nombre 7 symbolisant la fin d'un cycle qui engendre un nouveau départ, il ne fallait pas chercher plus loin en cette année de double 7 pour justifier du nouvel élan qu'allait vivre la viticulture du Roussillon. Les plus pragmatiques diront simplement qu'après la guerre et des années de privation et de restrictions, la viticulture française, comme le reste de l'économie, mise sur un nouveau départ. Il faut moderniser la production et la commercialisation du vin, mais le faire sur de nouvelles bases, en évitant de reproduire les erreurs du passé. Dans le midi viticole, certains visionnaires veulent changer l'image encore trop répandue d'une terre de vin de table bas de gamme. Au début des années 50, l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, met en place une nouvelle hiérarchisation de la qualité, avec notamment la création d'un niveau intermédiaire entre le vin de table et les AOC, la catégorie des VDQS, c'est-à-dire les vins délimités de qualité supérieure. L'échelle d'appréciation de la qualité s'appuie donc sur la reconnaissance d'un territoire avec, au niveau 1, la région de production, niveau 2, le terroir, niveau 3, la commune, niveau 4, le lieu-dit. Pour faire simple, plus le territoire se restreint autour d'une commune, plus la qualité s'affine. Dans les Aspres et les Corbières roussillonnaises, on suit déjà ça de près, à tel point qu'apparaissent, dès 1951, les premières appellations en VDQS autour du nom de Roussillon. Mais l'ambition avouée des précurseurs, les Francis Jaubert, Louis Vigo, Éloi Tresser, Jean Roux et Henri Comte, est bien de se hisser au niveau des meilleurs vins français. Margaux, Châteauneuf-du-Pape, Nuit Saint-Georges, ces AOC de Bordeaux, du Rhône ou de Bourgogne, dont la qualité n'avait d'égal que le prix à débourser à la table des plus grands restaurants étoilés. Oui, dans les années 70, avant la création des VDQS, il était impossible, sauf quelques exceptions, de trouver dans un restaurant du département une bouteille de vin du Roussillon. On était avant tout une terre de production de masse, avec les vins doux vendus en vrac, qui rapportaient convenablement. Quant au vin sec majoritairement fait de Carignan, il était également vendu en vrac par les grossistes. On était bien loin de ce qui se fait aujourd'hui. Il nous arrivait de faire des voyages dans les autres vignobles français, Bordeaux et Côtes-du-Rhône notamment, et l'on voyait comment le vin en appellation d'origine contrôlée était valorisé en bouteille. Ça nous a donné quelques idées. Et on a réussi parce que mal nous connaissait. L'INAO avait mis la barre haute, mais il savait que les terroirs du Roussillon étaient prometteurs. En d'autres mots, ce n'était pas gagné d'avance, mais le jeu en valait la chandelle. En fait, la reconnaissance en appellation, c'est pas une fin en soi, c'est au contraire un début. C'est-à-dire que c'est à partir de là où il y a une prise de conscience que on a quelque chose de différent des autres, et que ce quelque chose, il faut le travailler, il faut le faire progresser. Il y a un point qui a beaucoup joué avec la reconnaissance en appellation, c'est la mise en place de la dégustation obligatoire, qui a fait en sorte que chaque cuve qui souhaitait devenir une appellation, être vendue en appellation, était dégustée. Donc ça fait prendre conscience aux vignerons de cette partie importante qui est la dégustation, et puisque c'est à partir de là que le vin se retrouve après auprès du consommateur, même si il est assemblé par les négociants et autres. Mais ça a été une prise de conscience énorme qui a permis aussi d'identifier un peu mieux différents terroirs, notamment dans les villages. On avait aussi travaillé sur les fenouillades par la suite, puis les aspres qui sont bien connus, et on a encore des découvertes à faire. D'accord, il fallait donc en premier lieu restructurer le vignoble. Au-delà du Grenache et du Carignan, cépages emblématiques du Roussillon, de nouveaux cépages s'installent sur des terrasses et les coteaux. Mourvèdre, Syrah, pour une vinification plus complexe, avec au moins 3 cépages. Et puis bien sûr, il fallait fédérer les hommes et organiser une vraie promotion, du marketing dirons-nous aujourd'hui, autour de ce projet. En 1977, le 28 mars, c'est enfin la consécration. Alors, les premières bouteilles étiquetées Côte du Roussillon avaient fière allure, surtout avec le modèle dit catalan, pour se démarquer de la bouteille Bordeaux et de la bouteille Bourgogne. Très vite, nous avons réservé un budget à la promotion en direction de l'hôtellerie et la restauration. Et là, il faut dire que la restauration, le syndicat de la restauration a très bien joué le jeu.
avec des campagnes d'équipement pour les restaurants, avec des porte-menus estampillés Côte du Roussillon et ensuite des caves à vin pour servir les produits à bonne température. Les appellations Côte du Roussillon et Côte du Roussillon Village étaient donc nées, avec cerise sur le gâteau, une mention très spéciale pour les vignobles de Caramani et de la Tour de France, dont le nom de la commune, ajouté sur l'étiquette, venait couronner enfin des terroirs exceptionnels, reconnus pour leur démarche de qualité. Dès lors, l'ascension des Côtes du Roussillon et Village allait se poursuivre jusqu'à nos jours. L'évolution des cahiers des charges, ça a permis entre autres d'intégrer donc sur les cahiers des charges des rouges, Côte du Roussillon ou les villages, l'encépagement donc Syrah et Mourvèdre. Ça a permis d'apporter un peu plus de fruits, un peu plus de structure dans nos vins. Sur les rosés, on a été une des premières régions viticoles à s'y mettre dans les années fin 80. Étant donné qu'on avait donc au niveau technique le froid pour nos VDN, ça nous a permis donc de pouvoir rebondir sur cette famille-là. Et après sur les blancs, on a pu aussi intégrer certains cépages comme le Vermentino, la Massane, la Roussanne, qui nous a permis d'avoir des vins un peu plus frais, un peu plus acides pour pouvoir coller au marché. Et du coup, ça nous a permis aussi de pouvoir intégrer certaines techniques viticoles comme mettre la vigne sur du palissage. Ça nous a permis aussi de pouvoir être un peu plus compétitif au niveau de nos techniques culturales. Maintenant, ce qui reste à voir depuis très peu aussi, par rapport au changement climatique, donc on ne se ferme pas la porte à d'autres cépages. Tout ça dans un but bien précis de pouvoir mieux revaloriser donc, nos vins. On n'a pas à rougir par rapport à d'autres appellations. Donc le Civer est là pour permettre de pouvoir rattraper ce retard en termes de notoriété. C'est la volonté, l'état d'esprit des vignerons et leur dynamique commerciale qui permettront au Côte du Roussillon Village Les Aspres de pouvoir accéder à un niveau supérieur, un cru supérieur. Aujourd'hui on parle beaucoup de force de progrès, mais c'est vrai que la viticulture en a besoin, il faut croire à nos appellations. Cette reconnaissance témoigne donc de tous les efforts des vignerons et de tout ce qui reste à faire aussi. Le One Advocate du guide Parker, en attribuant 265 notes au-delà des 90 sur 100, soit un record absolu pour un si petit territoire, adresse un message fort en direction des marchés les plus dynamiques, aussi bien en Asie que sur le territoire américain. Un succès initié il y a 40 ans et qui vient récompenser enfin le travail acharné de vous toutes et tous, créateurs de vins singuliers. 40 ans pour passer de l'ombre à la lumière et tirer le meilleur parti de la richesse de l'infiniment Roussillon.